cette histoire est née d'un lien entre nous, puisqu'à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de poser des questions au gouvernement, des questions écrites sur ce sujet-là, et que vous savez très bien qu'un député, au départ, ça ne sait pas grand-chose et qu'il a besoin de s'instruire auprès de gens qui sont plus spécialistes de la question. Nous sommes ici pour parler du drame culturel qui se déroule au Yémen depuis plus d'un an maintenant, mais comment ne pas commencer par évoquer le drame humain ? Entre mars 2015 et avril 2016, plus de 6 400 morts sont à compter, dont la moitié sont des civils, avec plus de 30 000 blessés et 2,5 millions de personnes déplacées depuis le début du conflit. Cette guerre particulièrement meurtrière est d'autant plus choquante du fait de l'utilisation des enfants dans ces combats. Comme l'a dit François Hollande lui-même récemment. Dans son rapport annuel de 2015 sur le sort des enfants victimes de conflits armés, l'ONU dénonce ainsi la coalition menée par l'Arabie saoudite comme responsable de 60% des enfants tués et blessés et impute 20% aux rebelles houthis. La coalition serait aussi responsable de 57% des 42 attaques relevées contre des écoles. Des attaques contre des écoles, oui, contre des écoles. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver une grande émotion en découvrant les clichés de M. Tawaf et les paysages de désolation du documentaire d'Amnesty International où Mme Regour m'a appris que le soir, les parents nettoient les écoles qui ont été bombardées et le lendemain, ils y renvoient les enfants. Victor Hugo avait dit qu'en ouvrant une école, on fermait une prison. Au Yémen, c'est le monde à l'envers. Les écoles, on ne les ouvre pas, on ne les ferme pas, on les bombarde. Comme le dit cette dame yéménite dans le documentaire d'Amnesty, c'est l'humanité qui est atteinte, car l'école, la culture sont autant de moyens de résistance qui permettent à un peuple de protéger son identité, son histoire et sa mémoire. Or, c'est précisément cela que l'on dénie au peuple yéménite. Cette préservation de son patrimoine si riche est pourtant foulée aux pieds. Ce ne sont pas aux nombreux spécialistes du Yémen présents aujourd'hui que je l'apprendrai, mais l'ancien pays de la reine de Saba contient de véritables trésors architecturaux, dont 3 sites figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Ce colloque abordera ainsi la question yéménite sous l'angle du patrimoine culturel autour des grands secteurs yéménites qui sont l'architecture, l'archéologie, les manuscrits et le patrimoine immatériel. Monsieur Mohamed Tawaf, pour les archives, Madame Iris Gerlach, donc, qui, elle, sera pour l'archéologie, mais donc comme elle va intervenir en anglais, vous avez dans votre dossier une traduction avec les grandes lignes de son intervention. Monsieur Paul Bonenfant pour l'architecture et Monsieur Jean Lambert pour le patrimoine immatériel et Madame Khadija Al-Salami pour le cinéma. Le Yémen, qui est un pays riche par son histoire, sa culture, connaît depuis 2 ans à peu près une guerre civile où des vies se perdent et un patrimoine se ruine. Actuellement, le sauvetage du patrimoine dans cet environnement de guerre est malheureusement impensable par les acteurs de guerre. Ce patrimoine souffre autant que le peuple yéménite de cette guerre affreuse. Le patrimoine est en danger matériel direct dû à la destruction par engins militaires, par trafic et contrebande, et un danger immatériel indirect portant sur la culture de tolérance, de cohabitation et de diversité. Ce colloque ou cette initiative s'inscrit dans une procédure d'appel à la paix. Une paix durable et qui rend justice. C'est la paix que les Yéménites victimes de cette situation souhaitent. Oui, le patrimoine yéménite est un patrimoine unique, un patrimoine construit. Sanaa, Taïz également, mais Taïz n'est pas classé au Sanaa, Shibam que vous voyez sur la carte, et Zabid sont des villes tout à fait remarquables. C'est aussi à Zabid, c'est à Sanaa et à Zabid que Pasolini a tourné les Mille et une nuits.
Mais il y a aussi un patrimoine en livres, un patrimoine en manuscrits qui est considérable. Les familles yéménites, certaines familles yéménites ont des bibliothèques qui ont peut-être 7, 8 siècles plus d'histoire. Il y a aussi un patrimoine humain. Il y a cette guerre civile qui fait que des gens qui étaient proches autrefois sont désormais séparés, que ces frontières se sont créées. Est-ce que les Yéménites peuvent se parler? Je crois que oui. Je crois que les Yéménites ont toujours pu se parler. Mais il faut les y aider. Il faut qu'il y ait une coalition du dialogue. Voilà, je termine sur ces mots. 4 aspects du patrimoine culturel seront abordés, on vous les a décrits. Nous avons inclus dans la session sur la culture orale et immatérielle le cinéma de fiction yéménite. Et je devrais dire en fait 4 aspects seulement. Il en reste de nombreux, dont les plus éminents sont certainement la flore et la faune, considérées depuis les années 2000 comme partie du patrimoine culturel et non pas seulement naturel. Mes collègues viennent du Yémen, de France et d'Allemagne. Il m'a semblé qu'il fallait donner une dimension européenne à cette initiative pour en renforcer l'écho, mais aussi parce que le trafic de biens culturels transcende les frontières. Voyant dans la salle de nombreuses institutions représentées, il me reste à espérer que cette journée soit démultipliée encore et encore en des initiatives variées. Ce que je vais faire, je vais suivre un itinéraire que j'ai appelé architecture yéménite au pluriel, puisqu'il s'agira d'architecture domestique et d'architecture religieuse, avec également des photos de forteresses. Nous allons partir donc partir de ces architectures yéménites, et la suite du titre, c'est le chemin de la guerre et des menaces. Donc voici la forteresse de Saada, qui n'est qu'à 10 minutes de mirage d'une très grande base saoudienne à Khamis Mouchaït, et elle a subi des bombardements très importants. Elle est juste dans le cœur de la ville ancienne de Saada, et il est très probable que des maisons ont disparu à cette occasion. Alors voici quelques aspects de ces maisons de Saada qui sont très caractéristiques parce qu'elles sont bâties en couches d'argile superposées, et le maçon attend 24 heures ou 48 heures selon la chaleur pour poser l'assise suivante. Maison typique des hautes terres, avec une immense partie défensive en bas de la maison et des rares ouvertures en haut. Alors voilà, j'arrive à cette mosquée qui est très ancienne. Elle a été construite dans l'année vers 910 ou un peu avant 910 par le premier imam zaïdite du Yémen. Et il est certain que des missiles ont été tirés sur la partie qui est en avant de ces photos, et que les mausolées de cet imam et de sa parenté qui étaient là ont été détruits. Et au-dessus de la ville habitée de Zafar, il y a un très grand site archéologique, d'archéologie islamique, qui s'appelle Zafar Zebin. Donc vous voyez un aspect ici, c'est une mosquée, et elle a déjà souffert de la guerre qui a eu lieu au moment de la révolution yéménite entre 1962. Bon, un rappel, il y a eu une guerre civile qui a duré pratiquement 7 ans, de 62 à 69. Et il y avait d'un côté des républicains soutenus par les forces nassériennes d'Égypte, et il y avait de l'autre côté les forces imamites qui étaient soutenues par l'Arabie saoudite. J'ai pris cette photo parce que c'est une série de façades qui donne sur un jardin urbain. Les jardins urbains à Sanaa, ce sont des parcelles de terres agricoles qui sont coincées à l'intérieur d'îlots et qui cultivent des légumes, des grenadiers, des abricotiers,
et de la vigne. Et ces façades ont été détruites pendant les événements, pendant l'attaque saoudienne contre le Yémen, contre les reçus du Yémen en 2015. La ville de Taïz, qu'on voit en arrière-plan de cette photo, dominée par la citadelle. Taïz est actuellement le théâtre depuis pratiquement 15 mois, depuis que les Houthis ont gagné la ville, le théâtre de combats de rue permanents. Il y a des descriptions poignantes de témoins de médecins sans frontières qui disent que d'un quartier à l'autre, on voit des enfants qui jouent au foot dans les rues et on fait 2 coins de rue, on se bat à la mitraillette. Voilà un site du Wadi Hamd qui figure sur mes cartes. Alors il y a une extraordinaire conjonction entre les architectures que vous voyez s'étaler là au-dessus des niveaux cultivables où il y a les palmeraies. Alors, le Hadramaout est célèbre par l'art de ses portes, et avec des traverses extérieures et des motifs sculptés sur les traverses extérieures. Ici, la photo est décalée, le Hadramaout se distingue aussi par ses décors de bois découpés. Sûrement le plus célèbre sanctuaire de l'Arabie du Sud, le sanctuaire qui s'appelle le tombeau de Houd, qui est un lieu totalement inhabité toute l'année, où se fait une fête votive une fois par an, la visite au tombeau de Houd. Et alors, à ce moment-là, on voit des milliers de voitures et beaucoup aussi de dromadaires, parce que c'est un saint qui est très vénéré. C'est un saint de la Bible, hein, comme beaucoup de ces sanctuaires. Je crois qu'il faut soutenir les efforts qui sont faits, qui sont actuellement réduits à pas grand-chose, puisque le CEFAS, le Centre français d'études archéologiques et de sciences sociales, a dû quitter Sanaa. Il s'est installé à Koweït et il est actuellement impossible, pour des raisons de sécurité évidentes, d'aller au Yémen. On y risque sa vie. Et donc il faut, je pense, soutenir au niveau institutionnel le CEFAS, c'est très important. We have the need to study our past not only as I do as an archaeologist, but far more to protect and preserve the irreplaceable evidence of our intellectual and historical development. It is difficult to estimate the full measure of this plunder, looting, and destruction, as comprehensive information is lacking due to limited accessibility. The hitherto confirmed cases, however, testify to a catastrophic situation. As a result of the conflict, the continuous destruction of over 47 archaeological sites and monuments took place, as confirmed by Mohamed Al-Sayani, the president of the General Organization of Museums and Antiquities and Museums of Yemen. It is a fact that there is a growing number of historical sites in Yemen that have suffered collateral damage from the armed conflict, and we saw these wonderful photos and images before, including the World Heritage Site of the old cities of Sana'a and Zabid, as well as the historic centers of Sada, Mukalla, and Taiz. For instance, in Sana'a, several residential buildings in the old city, maybe you all heard about it, were completely destroyed and the inhabitants killed during presumably misdirected air attacks. This extensive destruction clearly provokes further questioning into the motivation of these campaigns, which seems to target highly valued places of cultural heritage. The pattern becomes further complicated by the confirmation that while with our help, also with the help of French and German scientists, UNESCO had given the Saudi coalition a list of specific sites to avoid and their specific location. The attack on the history and the eradication of culture, whether by religious fanatics or also through war and cultural theft, are robbing countries and people of their cultural identity. The symbols and carriers of their common cultural awareness are being plundered too. I cannot be more concisely expressed than, for instance, by Richard Jenkins, that, I quote, "Without the past we could hardly know who we are." Moreover, increasingly professional and organized looting is presuming
one site after the other, especially in regions where the central government has no longer control, has been pillaged. In some cases, systematically plugged with bulldozers and plundered, and leaving behind what looks like a pitted battlefield. Investigation should be undertaken concerning the provenience of all objects acquired after the UNESCO Convention of 1970, regardless of when this convention was implemented as a national law. The creation of an online register of all museums' holdings could lend transparency to the question of origin and/or acquisition. Stricter laws against illegal dealers as well as customers of illicit culture goods must be enforced. La coalition a frappé le Yémen de plus de 80 000 missiles. Nous pouvons dire que la plupart des institutions à Taïz, à Aden, à Saada et dans 38 institutions d'autres villes, Sanaa, Amran, Al-Hudayda, Maghreb, Damar, Al-Mahwit, Al-Bayda, ont été détruites ou brûlées du fait de la guerre commencée en 2015. En guerre qui durait jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que la plupart des centres des archives ou des documentations et des institutions gouvernementales ont vu en partie leurs archives volées ou détruites. La transmission du savoir qui est oral laisse des traces dans les manuscrits. Par exemple au-dessus des lignes, et elle en laisse dans les marges. Donc ce sont des sortes de témoins de l'enseignement qui nous permettent parfois de reconstruire la manière dont ça se passe. Un manuscrit, il a son histoire. Et cette histoire, en fait, elle est connue des gens de son terroir. Combien ai-je entendu d'histoires, de disputes entre familles, il m'a volé mon manuscrit, ça s'est passé ainsi, etc. Donc, quand les manuscrits sont déplacés ou que les populations sont déplacées, finalement les manuscrits sont coupés de leur histoire. Vous imaginez le nombre de manuscrits privés qui existent au Yémen. Ils sont en nombre très important. Du coup, comment chiffrer ? Et aussi et surtout, vous voyez l'étendue du problème qu'il y a dès que l'on veut préserver ou conserver ces manuscrits. On ajoutera que les langues présentes dans les manuscrits du Yémen, ce n'est pas seulement l'arabe, c'est aussi l'hébreu. Monsieur Al-Jabzi l'a évoqué tout au début. La production de manuscrits hébraïques a été très importante, comme un rapide coup d'œil sur les salles de vente américaines le montre. Voilà, je vous remercie, c'était un balayage rapide. On a toujours du mal à définir l'oralité parce que nous venons d'une culture qui est très écrite. Mais en réalité, il faut parvenir à la définir d'une manière positive, c'est-à-dire, entre autres, des techniques de mémorisation, par exemple, ou une certaine manière de penser quand on a une culture plus orale qu'écrite. Et puis, ce geste qui est très très beau, ce n'est que de l'encre sur du papier. Donc ce sont des paroles qui n'ont pas de valeur. Donc c'est vraiment le caractère emblématique de la valeur de la parole orale qui, dans cette tradition, pour une large part, la parole orale avait beaucoup plus de valeur qu'une parole écrite. On voit ici quelques cultures en terrasse. Et ici, vous voyez aussi cet art de faire des sillons. Je vais essayer de vous agrandir ça. Donc creuser des sillons, c'est tout un art. Avant d'être un art graphique pour le photographe,
C'est vraiment un art des paysans. Alors selon la forme du champ, selon la nature de la terre, selon de nombreuses variables, selon l'animal qu'on utilise, ça peut être un bœuf ou un âne pour tirer la charrue. Eh bien cet ouvrage raconte toutes ces techniques de calendrier stellaire, et notamment on y trouve cette belle charte où vous voyez toutes les constellations qui peuvent être reconnues par le paysan pour savoir à quel moment il doit planter, labourer, semer, effeuiller et récolter. Vous voyez ici la coupole du tombeau du prophète Houd. Alors je précise que le prophète Houd est un prophète coranique. Je ne pense pas qu'il soit mentionné dans la Bible, mais il est mentionné dans le Coran. Mais malheureusement, il faut le dire aussi, car ça je l'ai su il y a quelque temps par nos collègues de l'UNESCO, notamment du bureau régional qui est situé à Doha, eh bien ce bureau ne parvient pas à trouver de l'argent pour continuer à travailler et à maintenir ces liens minimaux entre chercheurs yéménites et étrangers. Donc là aussi, je pense que nous avons une possibilité peut-être pour faire du lobbying, pour essayer de décider au moins certains gouvernements, que ce soit des gouvernements occidentaux ou des gouvernements peut-être arabes de la région, à investir un petit peu d'argent pour maintenir au moins ces liens avec la recherche à l'intérieur du Yémen et à l'extérieur du Yémen. Pour vous montrer à l'époque, c'est vrai, le Yémen c'est un pays traditionnaliste, mais c'était jamais un pays intégriste. On était toutes les classes à l'époque, toutes les femmes, elles sont allées là-bas. Même à l'époque, il y avait la femme de ministre qui vient d'une famille tribale, ses parents des grandes chefs de tribus, c'est elle qui était la première, et aussi pour assister au théâtre, des jeux de théâtre. Montrer la différence maintenant. Le jeu politique international nous a empêchés de s'ouvrir. Pour dire que l'indépendance du Sud, en 1967, ils ont eu leur indépendance, mais le régime c'était marxiste. Donc ça devient la peur de l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et pour combattre ou débarrasser ces gens-là, ils ont quand même, l'Arabie Saoudite, investi beaucoup dans la radicalisation du Yémen du Nord, pour monter une mentalité, pour dire, voilà, les gens voisins ils sont là, c'est infidèles, il faut les battre. Donc, les choses ont commencé à changer au début des années 80 parce que la montée d'intégrisme est montée, le cinéma devient un outil du diable et c'est mal vu et commence à interdire des femmes d'aller au cinéma. Heureusement que j'ai continué et les jeunes générations maintenant, elles font la même chose. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient encouragés, je les ai inspirés pour continuer dans la même démarche, et ce qui est très bien. Et ça devient aussi plus facile maintenant parce que n'importe qui peut faire un film s'il a envie de raconter une histoire. On peut le faire même avec le téléphone, l'appareil de téléphone. Mon dernier film, c'est une des premières fictions qui était faite au Yémen avec des comédiens yéménites. C'était un vrai cauchemar de le faire là-bas, mais quand même, on a réussi de le faire et je suis contente que malgré la guerre, elle était piratée déjà parce que j'avais envie de le présenter au Yémen. Mais à cause de la guerre, je ne pouvais pas et il m'était piraté via Internet et tout le monde a regardé au Yémen et c'est ça ce qui compte pour moi parce que je voulais que ce film soit par tous les Yéménites pour inspirer les gens, pour faire des changements sur les lois de mariage des enfants. Donc, peut-être c'est le moment d'aller voir ce film. Et après, si vous avez des questions, je serai là à vous répondre avec grand plaisir.